Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission débrief. On n'est pas en direct sur YouTube. Voilà, on enregistre vraiment ce format tranquille, chill. Le match vient de se terminer depuis une quinzaine de minutes. On s'est farci ce OGC Nice Bodo Glimt ignoble, un but partout devant 4000 supporters à l'Alliance. Bon, on était en train de se pré-shot un peu l'émission avec Matt pour voilà, sonder un peu les sujets qu'on allait aborder. Et je pense que ça peut tenir bien 3 bons quarts d'heure. Si on fait 3 bons quarts d'heure, c'est déjà pas mal. Déjà, je salue mon cher acolyte du jour. Euh, Pas mal présent ces dernières semaines. Comment ça va, Matt? Ça va, ça va. Ouais, faut dire que pour les débriefs de Coupe d'Europe, il y a pénurie, j'ai l'impression, d'intervenants là. Bah, autant présent que l'OGC Nice sur le terrain. Donc, bah, comme tu le vois, voilà, on est les fidèles lieutenants. Tu es Isiaga Kamara et puis je suis Gaëtan Laborde. Allez, je suis Gaëtan Laborde. Allez, Allez. peut-être un petit Max Dupé, j'aurais apprécié. Même si capillairement, je suis pas inspiré, Ouais, ouais, capillairement, non, effectivement, mais on en en tout cas, est, on en est loin. ouais, en tout cas, match catastrophique, comme tu dis, devant 4000 tondus qui ont quand même un peu mis l'ambiance. On a entendu un peu d'électro descendre des travées du stade et du virage sud. Et une pelouse que je tiens à signaler est absolument dégueulasse et ignoble. C'est-à-dire qu'elle a été bonne un demi-match et c'est Qui, à nouveau la honte. je le précise, en amont du match contre Marseille, était esthétiquement présentable. Voilà. Donc, c'était le terme qui était employé par, par Francaise. l'exploitant. Alors, c'était Franquès qui avait dit ça. Il avait dit qu'il y avait du mieux. Je sais qu'en interview, Je il avait crois dit avoir vu que traîner le terme esthétiquement présentable, ce qui vraiment est excellent. déplorable hein, au demeurant. Bon, petit programme sympathique, Matt. On va déjà refermer définitivement, je te propose, cette parenthèse de polémique après Marseille. Là, vous vous dites, ouais, faites chier les mecs et tout. Il y a eu quand même du nouveau hein, depuis notre dernière émission, cette belle victoire contre l'Olympique de Marseille. Parce que, oui, si vous l'avez oublié, en fait, on a gagné un match de foot. Voilà, sous ce torrent de merde médiatique. Le GC Nice a gagné le foot. Euh, et il y a eu donc ce communiqué du club qui était au courant des banderoles, qui n'étaient pas en accord, qui ont exprimé leur désaccord, mais qui ont vu donc la pop eh bien, déployer ses banderoles. Dans la foulée, le lendemain, on a eu donc la sortie de Jean-Pierre River dans la même veine que le club, en bottant en touche et en se désolidarisant aussi des supporters. On a eu un communiqué de la Pop Sud Mat, j'ai envie de dire, aux petits oignons, parfait. On a eu Oui. Nice Matin qui nous a cagué dessus, ça, j'ai envie de dire, on est habitué. Alors, j'englobe pas forcément tous les services de Nice Matin. Je pense que les collègues, notamment de Nice Matin, service des sports, sans doute, on n'en sait rien, mais n'ont peut-être pas le même avis sur la situation. Ça reste aussi un journal régional qui traite des informations généralistes. Et cerise sur le gâteau, donc c'était Jean-Pierre River, il y a eu aussi France Blasure. Bref, les médias régionaux s'en sont mêlés, Matt. Heureusement, le foot est revenu. Heureusement, on peut se foutre maintenant de la gueule de l'OGC Nice qui termine donc 35e sur 36. Comment est-ce que tu as vécu cette semaine au travers des différentes sorties, autant de River que de la pop, que des médias régionaux Voilà. Enfin, tu as l'impression en fait que ça se tire un peu dans les pattes et que finalement, ce qui est la victime dans tout ça, c'est le club, finalement, c'est l'institution OGC Nice. Ouais, c'est pas que les supporters, c'est les institutions au GC Nice et c'est un peu, dans une certaine mesure, la liberté d'expression dans les tribunes. Je trouve que c'était bien expliqué dans le communiqué de la pop. On avait une occasion en or de lever un malentendu et une espèce de... Je sais pas, là c'est la mode de dire que appeler les Marseillais des rats, c'est raciste. Ils commencent à faire le coup en fait. On voyait ça monter sur les réseaux sociaux après la pilule qu'ils avaient prise à Paris.
Et ça a monté petit à petit. On avait une occasion en or de faire entendre notre voix, tu vois, en tant que principaux concernés et venant du milieu du foot. Mais non, en fait, il faut qu'il y ait des politiciens de tous bords qui viennent se mêler, raconter n'importe quoi et qu'il y ait un espèce d'emballement médiatique parce que c'est l'OM. Et le préfet et tous ces politiciens ont fait leur beurre, on va dire, je pense, sur notre dos. Et au milieu de ça, on a un Jean-Pierre River qui est incapable de, déjà, de un, défendre l'institution. On lui demande pas de prendre des risques et de se mettre en porte-à-faux. Deux, de faire entendre sa voix, notre voix. Et on voit bien qu'en fait, il suit le sens du vent. Donc l'OGC Nice est officiellement un paillasson pour l'ensemble, je pense, des institutions. Et c'est regrettable. Franchement, je suis désabusé. Moi, c'était la stupeur. Quand j'ai vu à la fin de l'émission, la dernière fois, le communiqué tombé, vraiment, c'était la stupeur, hein. J'étais très honnêtement choqué. Parce que, du coup, là, on parle quand même de prendre un retrait de points pour une banderole qui est d'une banalité sans nom. On parle d'un retrait de points. Donc là, bref, on va encore se retrouver dans la merde. Et du coup, bah, franchement, j'ai pas du tout eu l'impression de vivre une semaine post-victoire en derby. On gagne un derby, j'ai passé une semaine de merde. Hmm. C'était horrible. Donc on n'a même pas savouré la victoire, ça me fait chier. J'espère que ça va devenir une habitude de rouster l'OM pour qu'au bout d'un moment, ils finissent par la fermer en fait. Alors, on se rappelle aussi de la saison Galtier où tu rates aussi la LDC pour un point pour d'autres raisons. Euh, Effectivement, moi j'ai une question quand même à te poser par rapport à tout ça. Bon, River qui va dans le sens aussi du communiqué du club, ça semble logique là aussi, hein. Ça aurait été étonnant d'avoir une voix différente, mais j'ai vu que Hez, qui pourtant est au club depuis 7-8 mois, a apporté des mots et a parlé d'interprétation, voilà, des termes qui ne sont même pas utilisés par notre président River. C'est une question que j'ai posée en off à Matt et Anto. Quel est le poids, selon toi, d'Ineos un peu dans cette gestion et dans cette communication? On sait que l'institution OGC Nice et notamment la perception des supporters depuis un certain nombre d'années eh bien, a été critiquée parce que à juste titre, à mon sens, on a eu des éléments regrettables. Bien sûr, le chant Emiliano Sala, il y a eu bien sûr les incidents pour Nice-Marseille. On a eu des moments regrettables qui, pour le coup, sont eh bien, de la responsabilité du club et de ses supporters. Pour autant, il y a une diabolisation du supporter niçois suite à ce qui s'est passé contre Marseille, où le supporter niçois est raciste, le supporter niçois est homophobe, et dans ces moments-là, la pop, au travers de ce communiqué, a un peu montré les muscles, quoi, j'ai envie de dire, ce qu'aurait dû faire un président de club. Et la question que je voulais te poser, c'est à ton avis, est-ce qu'il n'y aurait pas une influence un peu Ineos là-dedans, qui aime bien arrondir les angles, qui aime bien voilà, mettre sous le tapis, ne pas communiquer, ou alors communiquer mais pour ne rien dire. Qu'est-ce que t'en penses toi? J'y crois pas trop, parce que quand on regarde un peu l'historique, je crois que les premières fois où Jean-Pierre River a un peu lâché les supporters ou s'est opposé à eux, ça remonte à 2014. Donc honnêtement, je pense même pas que Ineos ait tant d'influence que ça, que le match et les incidents de l'OM aient une influence sûrement. Mais, euh, mais honnêtement, du coup, je me demande à quoi sert Jean-Pierre River dans ce club, parce que pour défendre l'institution, c'est zéro. Quand on regarde le pédigré des supporters niçois, il est certes pas brillant, mais comparé à l'image qu'ont les supporters marseillais, qui, je le rappelle, hein, il y a des blessés au Vélodrome. Il y a des supporters adverses qui finissent blessés, il y a des entraîneurs qui arrivent la gueule en sang au stade Vélodrome. Il y a des chants où les Marseillais appellent à tuer les Lyonnais, les Niçois, les Parisiens. L'image du supporter marseillais est pas celle d'un fou sanguinaire, tu vois? Parce que l'OM défend ses supporters, l'OM impose l'image que la France entière doit avoir de ses supporters. À Nice, non, à Nice, en fait, si vous pensez ça de nous, bah vous avez raison. En fait, là, moi, ce que je trouve terrible dans ce qui vient de se passer, hein, c'est que le club a légitimé, je sais pas comment on dit, mais ce que tout le monde pense de nous, les préjugés sur le supporter niçois, en fait. Et une fois que le club a confirmé
l'opinion de tout le monde, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Donc honnêtement, je suis très surpris de l'attitude de la pop sud d'hier ce soir qui est restée très calme, très positive, qui a encouragé l'équipe, pas un mot plus haut que l'autre. Bah, parce que en Bravo fait, à eux et bravo pour le communiqué quand même juste qui finit sur ça qui est parfait. à la différence effectivement de d'autres médias locaux qui se sont targués de couvrir cette polémique d'une manière, on va dire, orientée et sans relayer toutes les informations, parce que hormis ici Azur, ex-France Bleu Azur, qui eux ont relayé le communiqué de la Pop Sud, ben, ça a été les seuls, hein. Nice Matin n'a pas relayé le communiqué de la Pop. Et justement, Matt, tu fais le lien par rapport à ça. On a vu bon, un stade quasiment vide, hein, 4000 personnes si on compte même les supporters adverses. C'est une affluence, je pense, record en termes en termes de faiblesse. Euh, Est-ce que c'est pas ça finalement la meilleure réponse de la Sud, de dire bah, en fait peu importe les dirigeants, peu importe notre propriétaire, peu importe les joueurs, Nice c'est les supporters, et les supporters ils ont été là avant, ils sont là maintenant et ils seront là après finalement. Il y a eu ces 5 minutes un peu de flottement où je pense que c'était un moyen aussi d'exprimer leur mécontentement et et de foutre un peu de foutre un peu le bordel finalement, gentiment pendant 5 minutes. Mais moi j'ai trouvé que justement, entre le communiqué cette semaine, les chants jusqu'à la 95e et effectivement le mécontentement exprimé de cette manière-là, d'une manière rigolote, parce que c'est surprenant. Et moi je trouve que la réaction globale de la pop sur cette semaine-là, et pour autant, j'ai pas partagé tout ce qui s'est passé cette année-là, ces dernières années. J'ai pas été en accord sur tout, mais là il faut bien reconnaître que on peut pas leur donner tort, et j'irai même plus loin. En fait, bah moi je suis fier de cette réaction-là globale, dont devraient s'inspirer bah, les hommes forts de cette institution. Ouais, c'est une bonne réaction. Après, honnêtement, est-ce qu'elle changera quelque chose? Je pense pas. Je pense qu'elle contente tout le monde. La pop, ça tire pas plus de problèmes. River, ça fait pas trop de bruit. Et je pense que de toute façon, avec la météo, l'enjeu du match même sans le contexte extrasportif autour du club, le stade aurait été vide. Peut-être pas si vide, mais vide quand même. Donc pour moi, honnêtement, c'est un détail, hein. Ce soir, l'affluence, tout ça. L'électro, c'était marrant. Et en même temps, aussi, fallait se le digérer ce match, hein. On va peut-être en parler à un moment donné, mais c'était encore affligeant. Donc, tu sais quoi, franchement, s'ils veulent le refaire pour un autre match cette saison qui est du même acabit, je comprendrais totalement. Oui, parce que ce match, on va pas se le cacher. Bon, on l'a regardé parce que on aime le gym, et après on aime le foot. Mais bon, entre la composition faite bah, d'énormément de turnover, hein, Maxime Dupé, gardien de but. On avait une défense composée de Nandjou, Bombito, Abdelmonem, les pistons. C'était donc Ali Abdi, Antoine Mendy, milieu de terrain, Isiaga Kamara, Sofiane Diop, voilà, qui jouait un cran plus bas avec le brassard de capitaine. Voilà, ça c'est vraiment plaisir. Et devant, c'était donc Moukoko, Buonani et Bousnina qui a joué 45 minutes. Matt, le match, bon, aucun enjeu. Il y avait quand même cet ego, cet honneur quand même à sauver. Bon, le gym n'a pas perdu. Le gym aurait même pu l'emporter en fin de rencontre. Mais c'était quand même bon, compliqué ce soir. On n'attendait pas grand-chose et on n'a eu pas grand-chose, si ce n'est voilà, un petit sursaut d'orgueil, léger sursaut d'orgueil avec l'entrée des titulaires qui ont semé un peu la révolte à l'image d'un Gaëtan Laborde qui montre que malgré les critiques, malgré le joueur qu'il est, eh bien aujourd'hui il s'avère être fer de lance un peu de cette attaque-là, et au-delà de ça, en termes de personnalité et de volonté de gagner, admirable ce soir. Et qui a fini le match avec le brassard, non? Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il a été exemplaire encore, hein, Laborde. Franchement, au niveau du
au niveau du 11, j'ai pas des tonnes de trucs à dire, hein. Diop en 6, j'espère que c'est la dernière fois. Parce que vraiment, alors oui, il est bon dans l'axe, mais doucement quand même. Doucement. Je veux dire, à part si on joue contre vraiment une équipe de relégables, où on veut enfoncer le clou, on veut jouer tout pour l'attaque. Diop en 6, c'est quand même pas l'idée du siècle. Et plutôt que de nous sortir des rumeurs transferts à 15 millions sur Banzuzi, là, dont on n'a jamais entendu parler, peut-être on pourrait juste donner sa chance à Siaga Kamara, en fait, qui fait sûrement peut-être le meilleur match. Enfin, c'est l'histoire qui fait le meilleur match, hein, je pense. Donc ouais, pas des tonnes d'enseignements à tirer non plus de ce 11. Dupé s'est bien échauffé pour la Coupe de France. Et il a assuré quelques parades, c'est déjà pas mal, mais le niveau de jeu était affligeant. Je nous ai trouvés très mauvais, on n'avait aucun fond de jeu, aucun principe, aucune construction. On a pris des vagues pendant 50 minutes. Et ouais, heureusement qu'il y a eu un peu des changements, et notamment l'entrée de Jonathan Klaus et Melvin Barr pour mettre un peu de mouvement dans cette équipe, parce que sinon c'est quand même difficile à regarder. Comme tu dis, hein. On est d'abord fan de l'OGC Nice et après du foot. Si on aimait le foot, on regarderait pas les matchs du gym, je te le dis. Ah ouais, non, ce soir c'était compliqué. Et pour rester sur Isiaga Kamara, ouais, match complet. Alors, bon, encore un carton jaune, hein, c'est une constante à chaque fois qu'il joue, mais au moment où effectivement on parle d'une rumeur, voilà, d'un éventuel départ de Pablo Rosario, alors je doute que ça se fasse sur ce mercato hivernal là. Il y aura sûrement un départ de Rosario cet été, puisqu'il lui reste, il me semble, un an de contrat. Il y avait des rumeurs qui envoyaient Isiaga Kamara en prêt, notamment, et qui ont été même confirmées par Canal. Bon, ont-ils des sources fiables? Sans doute plus que nous, mais ici Aga Kamara montre que bah, malgré le fait qu'on ait fait un parcours dégueulasse en Europe, il a été quand même bah, performant, avec de la personnalité. Il tient 90 minutes à haute intensité aussi. Il y a du déchet balle au pied, mais enfin, Matt, c'est une des belles satisfactions de cette campagne européenne, peut-être l'une des seules en fait. Ouais, le seul problème c'est qu'on l'a pas vu en Ligue 1, pas assez en tout cas. Mais parce que ouais, il y a beaucoup de personnalité dans le jeu de ce jeune, il y a de l'engagement, de l'envie, on sent que c'est tonique, ouais, il y a de l'envie, il y a à peu près, il y a de la fougue en fait, il y a tout ce qu'on attend de ce genre de profil d'un jeune sur le terrain. Donc si prêt il y a, j'espère que ce sera, ce sera pertinent pour lui. Et pour Rosario, je tiens juste à apporter un truc, il reste pas un an de contrat, je crois qu'il est en fin de contrat en juin. C'est les derniers mois de Rosario sous les couleurs niçois, s'il partirait libre là à l'été, je pense. Alors ouais, c'était parce que je crois que sur internet il parle de 2025, mais il aurait dit lors d'une conférence de presse qu'il lui restait un an de contrat. Donc Ok, d'accord. voilà, donc à voir, mais dans les deux cas, fin de contrat ou un an de contrat, on est dans le même cas de figure. C'est juste que on n'aura peut-être pas d'indemnité cet été s'il est amené à signer ailleurs. D'ailleurs, Matt, tu ferais quoi, juste petite parenthèse sur Rosario, si il était en fin de contrat cet été, est-ce que tu le reprolongerais ou pas? Je pense pas. J'ai l'impression que la mayonnaise a pas prise avec Francaise. Et je crois qu'il touche un bon salaire, donc autant s'en séparer et aller trouver quelqu'un d'autre, ou juste lever l'option d'achat de Baptiste Santamaria qui a l'air de plus coller avec le plan de jeu et qui, franchement, c'est un braquage pour 3,5 millions, c'est moins cher que gratuit. Ce match, bon, on a vu effectivement un nouveau but de Badreddine Bonani, le deuxième en Coupe d'Europe, bon, qui profite aussi, voilà, d'un beau travail de Laborde, un relais entre les deux. Quelle prestation tu souhaiterais soulever un peu dans cette rencontre? On a parlé de Isiaga Kamara. Est-ce que vraiment dans les prestations des, on va dire, second couteau, hein, Abdelmonem, Nandjou, Buanani, Moukoko. Putain, Moukoko, mais le match de Moukoko, mon dieu. Ouais, c'est Quand j'y triste, hein. pense, j'étais en train de me dire en termes de flop, mais tu sais, enfin, pour moi, un flop, c'est vraiment non pas une erreur de recrutement ou quoi, mais vraiment un truc où tu te dis, putain, t'as des attentes.
vraiment sur ce joueur-là. Il y a quand même un nom, il y a quand même une certaine, ouais, une certaine renommée. Mais putain, par contre, c'est terrible. Le niveau technique de ce joueur-là, c'est une catastrophe. J'ai en tête vraiment cette fin de frappe, tir du droit, complètement dévissé. Et puis, il est de bonne volonté, hein, mais j'ai Ouais, pas mais l'impression que, j'ai pas, même pas l'impression que ce soit de la confiance, quoi. J'ai l'impression qu'il, ça va être dur ce que je vais dire, mais comme s'il était limité. il manquerait plus qu'il morde après, hein. Voilà, là, ce qu'il nous propose, c'est terrible et on sait pas vraiment en fait. Parce qu'il a montré des belles choses par le passé, mais c'est vrai que sa prestation sur notre maillot, la ligne d'attaque au départ avec Bousnina, c'était inquiétant, hein. Donc, que dire sur Moukoko? Allez, moi je vais souligner une performance, c'est celle qu'on n'aura pas eue. Celle de Victor Orakpo qui rate, je pense, ouais, deux matchs parce que Elfsborg et Bodo Glimt, ça aurait été des bons matchs pour Orakpo. Je pense qu'il aurait été en état de jouer, il aurait mis Moukoko sur le banc. Euh, et c'est dommage qu'on n'ait pas vu ce jeune parce que soit il est bloqué par Mofi, Guessant et Laborde, soit quand enfin il y a de la place pour lui, il est pas là dans les bons moments. Ça sent pas bon. Je sais pas comment l'expliquer, mais on- tu sais, il y a ces moments où ça y est, la porte s'ouvre enfin pour les jeunes, et j'ai l'impression que Victor Orakpo et je sais pas, c'est une question de malchance peut-être, mais il est pas là au moment où on pourrait l'attendre. Donc ouais, ça c'est mon petit regret quand même sur cette fin de campagne européenne sur laquelle on jouait plus rien. Et non, franchement, j'ai envie de parler d'aucun joueur. Un Bombito qui a failli se blesser, j'étais tendu comme un arc. J'ai cru que c'était le. Ouais, franchement, s'il se pète le genou sur cette action, mais je crois que je vais cramer toute la pelouse. Je sais pas, mais bref. Il n'y a rien à retenir de ce match. Honnêtement, on n'a rien vu, c'était nul. Euh, Abdi a été médiocre. Franchement, je retiens vraiment rien de positif de ce match. On va quand même donner un bon point à Buonanni pour son but, hein. C'est une belle action. Et ça nous évite la honte de la 36e place. Voilà, parce que Et, l'OGC et Nice but, n'est pas dernier. Et et but ça, sur une action du mauvais pied. Ouais, ouais, ouais. N'est pas dernier. D'ailleurs, ça a son importance. le, le gars se fait une auto-passe décisive, c'est terrible. Parce que, voilà, au milieu de cette émission qui n'a aucune consistance, on va pas se le cacher, hein, on peut pas faire tout le temps de la qualité, voilà, je vous le dis. Non, mais il n'y a rien à dire de ce match. Je suis désolé, Pancho. On a vu un match de merde, Oui, non, mais c'est clair. mais qui conclut parfaitement Une une campagne, campagne européenne de merde. Donc voilà, c'est le dernier clou sur le cercueil. Avec ce que je te disais. On n'a rien à en dire de ce match. C'est comme ça. je vous invite eh bien, à écouter les débriefs de Rangers, Union Saint-Gilloise, Ferencváros. Contre quelle équipe aussi on a Lazio, hein. la Lazio. En fait, j'ai l'impression que semaine après semaine, on se répète et semaine après semaine, on regrette le manque d'agressivité, le manque d'intensité. Bon, voilà, cette campagne européenne, on la perd pas ce soir. Naturellement, on était déjà éliminé, mais voilà, on le perd contre la Real Sociedad avec ce manque de réussite, ce penalty manqué. Et puis après, ben voilà, l'OGC Nice, roi, reine, roi des excuses en carton aussi, hein, on va pas se le cacher, la météo, les blessures, c'est vrai, impactant. Bon, on va pas refaire l'histoire, je pense que voilà, on s'est farci quand même 8 matchs de Coupe d'Europe pour cette nouvelle formule et franchement, moi je vais pas vous le cacher, je suis quand même assez soulagé que ça soit terminé parce que c'était une épreuve et c'est terrible parce que en plus de ça, alors qu'on rit de nous, mais c'est normal, et c'est normal parce que 5 clubs qualifiés en Europe cette saison, 4 enfin 5 clubs qualifiés oui en Coupe d'Europe, 4 qui vont continuer, 6. Et ouais, il y a Lyon aussi, hein. Ah oui, j'ai oublié Lyon, bah oui, forcément. 6 clubs qualifiés, 5 qui vont continuer. Donc voilà, le vilain petit canard s'appelle OGC Nice. Mais au-delà de ça, on a quand même un stade brestois qui va aller se qualifier en barrage de LDC, un Lille qui fait top 8, Monaco, barrage de LDC, PSG, bon, barrage de LDC, je pense que c'est limite une contre-perf pour eux. Et Lyon qui termine, je crois, troisième de En leur. 6e, ils ont fini en match nul, je crois. Ah, Ils match finissent nul, 6 ou ok, mais ils font quand même top 8. Donc voilà, c'est nul, franchement.
c'est décevant, c'est gênant, voilà, c'est plein d'adjectifs en. Et quand même, au milieu de tout ça, Matt nous a quand même préparé un petit, comment dirais-je, compte rendu, un petit condensé financier de ce qu'apporte la Coupe d'Europe, en l'occurrence l'Europa League à l'OGC Nice sur cette saison. Donc au travers, c'est les droits télé, Matt, hein, c'est bien ça. Pas que. Alors, rapidement, faut savoir que ouais, moi je me suis vraiment concentré sur l'aspect financier parce que on sait que c'est difficile. La l'OGC Nice, ça fait 2 ans qu'on sait que financièrement c'est compliqué. Ineos qui a fermé le robinet, qui a réduit la voilure, on est passé par toutes les expressions, et les droits TV français qui sont presque historiquement bas. Donc c'est bien, on était qualifié en Coupe d'Europe, et la Coupe d'Europe, je vous le rappelle, c'est quand même un moyen, pour plein de clubs qu'on affronte, c'est un moyen de gagner de l'argent, de pouvoir acheter des joueurs et d'être performant. Et c'est quelque chose que j'ai pas ressenti dans l'ADN OGC Nice quand on a eu les discussions sur pourquoi faut gagner les matchs. Ah, parce qu'on a joué toute la saison pour ça. Ok, mais il faut aussi voir dans le futur. Maintenant qu'on est un club qui doit vivre avec ses propres moyens, on peut pas cracher sur la Coupe d'Europe. Et donc je me suis intéressé un peu aux chiffres. Donc quand on se qualifie en Coupe d'Europe, déjà il y a un fixe qui varie en fonction de si on est en Ligue des Champions, en Europa League, etc., hein. Vous vous en doutez, il y a beaucoup plus d'argent en Champions League. Ensuite, chaque victoire rapporte de l'argent, chaque match nul rapporte de l'argent. Et dans cette nouvelle formule, le classement final rapporte de l'argent. C'est-à-dire pour chaque place gagnée, vous avez un certain montant. Donc vous le multipliez par 36 pour la Lazio qui a fini première, et vous le comptez que 2 fois pour Nice qui a fini avant-dernier. Euh, c'est pas beaucoup en, c'est pas beaucoup en Europa League, c'est des montants un peu plus élevés en Ligue des Champions. Mais du coup, je me suis intéressé aux chiffres parce que, comme on le sait, voilà, l'OGC Nice va avoir besoin d'un peu de liquidité. Et cette saison, c'est une contre-performance du coup sportive, mais aussi économique. Parce que sur cette saison 2025, l'OGC Nice va avoir sûrement dégagé, d'après mes calculs, autour de 6 millions grâce à la Coupe d'Europe. 6 millions, c'est sur le marché des transferts, franchement, c'est pas beaucoup. Ça va même pas être un apport conséquent. À titre de comparaison, l'année dernière pour les équipes en Europa League, sachant qu'il y avait moins d'argent l'année dernière en Europa League que cette année, le TFC et Stade Rennais avaient touché environ 11,5 millions juste avec les victoires de match, c'est-à-dire sans compter la partie variable droit TV, et l'OM environ 18-20 millions. Donc avec la partie droit télé, on peut pousser jusqu'à 22-23 millions. À titre de comparaison toujours, en Conference League, l'OGC Nice avait touché 8 millions pour le parcours en conférence, qui était assez honorable. Et maintenant, j'aimerais parler d'un club qui est un peu notre concurrent, nos concurrents directs. Déjà, je prends l'exemple du LOSC. Le LOSC, cette année, alors sachant qu'eux vont continuer l'aventure, donc ils auront encore l'occasion, pourquoi pas, on leur souhaite, en fonction du tirage et de leurs résultats, de gagner encore plus d'argent, mais ils vont se faire entre 40 et 60 millions, avec les recettes de la Ligue des Champions. Le Stade brestois, 35-40 millions. Et l'Olympique lyonnais, qui est d'ores et déjà qualifié pour la suite de l'aventure, est assuré d'un billet de minimum 10 millions, et en comptant la partie droit télé, 15 millions. Et je vous parle de cette partie droit télé depuis tout à l'heure. Cette partie droit télé elle est calculée de manière très facile. Une partie, c'est le coefficient du pays. Donc la France, on sait qu'on est cinquième, donc on est devant pas mal d'autres pays, on va dire un peu mineurs. Donc quand on a joué Elfsborg, Bodo Glimt, tout ça, qui sont des clubs qui sont champions dans leur pays, la France a plus de poids. Et l'autre partie, c'est le coefficient UEFA. Et en fait, cette année, on n'a quasiment pas gagné de points en coefficient UEFA. On est à un classement qui est quasi honteux, on est 85e. On va certainement se faire dépasser par Brest, c'est dire. Et cette partie-là, la partie droit télé, c'est énorme parce que c'est quasiment 1 milliard en Ligue des Champions qui sont répartis en fonction des droits télé. Donc on peut estimer qu'un club comme le Real de Madrid ou quoi va prendre quasiment 25-30 millions juste parce que c'est un top club et qu'ils vont toucher énormément d'argent des droits télé. Donc à tous les supporters de Nice, faut qu'on voit aussi, je pense, faut qu'on change notre regard, faut qu'on s'éduque différemment sur la Coupe d'Europe. C'est quelque chose qui n'est pas présent en France, je trouve. C'est un sujet qui revient trop peu dans les discussions, mais c'est un levier économique qui est hyper important parce qu'il est directement lié à la performance et il est à la portée de tous. Donc
qualifions-nous à nouveau pour la Coupe d'Europe et soyons-y performants pour pouvoir rêver sur le mercato, renforcer l'effectif et arrêter de se plaindre que Ineos ne nous donne plus d'argent. Parce qu'en fait, là, on avait plein de thunes à portée de main, on n'est pas allé les chercher. Et, euh, et ouais, ça m'emmerde un peu. Et juste, dernier petit bonbon, si on avait gagné notre dernier match là, contre Bodo Glimt, c'était 1 million en plus. Alors 1 million, c'est quoi? C'est environ 30% d'un bâti Santa Maria. Donc c'est pas du tout négligeable. Il faut gagner les matchs contre Bodo Glimt. Bon, Matt, voilà, c'était le highlight de la soirée, je pense, ce petit condensé. Alors voilà, à chaque fois c'est une fourchette, hein, t'as pas les chiffres exacts, mais le message il est clair, c'est qu'on peut pas se plaindre d'une part que Ineos coupe un peu les vannes et d'autre part ne pas avoir un discours un peu ambitieux sur la scène européenne parce qu'au-delà de la performance et de l'image qu'on peut renvoyer, bah derrière il y a les sous qui ne sont pas rentrés, donc c'est quand même regrettable et on va pas parler de la billetterie, surtout ce soir. Matt, concernant le match, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on dit deux mots également sur Toulouse, ce qui arrive dimanche après-midi? Bah, le match de Toulouse, je sais pas si je vais aller le voir du coup en direct du stade, parce que je suis expatrié toulousain. J'hésite fortement avec les récents événements. Je me faisais un plaisir d'aller voir ce match et là finalement, après que le club nous ait pissé dessus, je suis vraiment moins chaud. Et la performance de ce soir m'a pas spécialement motivé. Donc j'hésite encore. Mais maintenant c'est notre saison, c'est le championnat. Et donc là tous les clubs. Allez, qui ne sont pas des clubs européens, va falloir qu'on montre qu'on est capable de gagner ces matchs. Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal un peu contre les petits en Coupe d'Europe. Donc en Ligue 1, il va falloir qu'on montre qu'on est méchant. On avait réussi à le faire en début de saison. Les seuls matchs qu'on a gagnés, c'était Angers et Saint-Etienne. Et là, j'ai l'impression je sais pas, qu'on a une perte de confiance, qu'on croit plus en nous. Donc j'espère que voilà, tous les petits là qu'on va enchaîner prochainement, on va pouvoir mettre des scores, se rassurer et assurer un top 4 pour rêver l'année prochaine. Et entendre de nouveau la musique de la Ligue des Champions à l'Alliance, c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, bah, ce match de Toulouse, on en reparlera. Il y a également la Coupe de France qui arrive très très prochainement avec un déplacement mercredi soir à Saint-Brieuc, parcage de 160-165 Niçois dont je ferai partie. Donc la cote de Saint-Brieuc baisse tout un coup pour ce match contre une Le chat N2. noir entre nous. Non, non, mais non, non, ça va. Je suis sur un match nul, une victoire cette saison. Donc pour l'instant, pas de défaite. Mais surtout, un parcours en Coupe de France à aller chercher, Matt. Honnêtement, je sais pas. Alors, j'ai pas envie d'y croire, mais je me dis, le tableau est quand même assez ouvert. Il y a quand même plein d'équipes qui sont tombées. Là, tu as une chance quand même de jouer une 1-2 qui peut te propulser en quart de finale. Quart de finale, tu m'excuseras, t'as 3 matchs et puis tu vas au bout, quoi. Bon, je veux jurer de rien. J'ai trop rêvé. J'ai trop rêvé C'est mathématique, il hein. y a 3 ans. Oui, oui. Après, il nous reste 4 matchs à gagner. C'est le plus court chemin vers le bonheur et vers enfin remettre un trophée dans cette armoire qui prend la poussière chez nous. Euh, et si on peut se permettre de prendre la SCAN, en fait, moi je m'en fous d'aller au bout là. Ma priorité c'est de battre le Stade Briochin et puis de prendre la SCAN au prochain tour. Et après, tu sais quoi, c'est dans les mains de Dieu. On verra bien qui on prend, si on doit se prendre le PSG en finale au Stade de France et vivre un supplice une fois de plus, c'est pas grave, on ira le faire. Mais qu'on s'amuse, qu'on vive des émotions et qu'elle nous fasse un peu rêver cette équipe parce que là, le double visage championnat Coupe d'Europe, vraiment, il a de quoi nous rendre fous. Bien. C'est sur ces belles paroles et sur cette projection sur les prochains matchs de l'OGC Nice que bah, se clôture en fait ce chapitre Coupe d'Europe qui aura été mais dantesque côté OGC Nice. Voilà 8 matchs
qui seront malgré tout historiques, hein, j'ai envie de dire, historiques de médiocrité. Ça fera partie de cette saison-là, ça fera partie de cet arc 2024-2025 qui peut s'avérer être malgré tout fantastique, puisqu'il y a encore des échéances autant en championnat qu'en Coupe de France, mais il ne faudra pas oublier ces soirées d'angoisse à l'idée de voir l'OGC Nice en Coupe d'Europe. Mais bon, d'ici là, eh bien, on aura le temps d'en redébattre. Merci Matt pour ce petit numéro. Voilà, en tête à tête, hein, il manquait plus que les chandelles. Nous, on se retrouvera soit dimanche soir, soit lundi soir pour parler du match du TFC, le Saint-Brieuc qui arrive le week-end d'après. Je crois que c'est Lens. Lens sans les Lens. supporters. Et ensuite, on fait un enchaînement Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne. C'est pour ça que je parlais des petits. Il faut vraiment qu'on prenne des points. Effectivement. Écoutez, passez une très très bonne journée, très très bonne soirée au moment où vous écoutez ce numéro, les gens sur YouTube, sur les plateformes de podcast aussi, je ne vous oublie pas. Et puis voilà, à très bientôt, la Bayeta et puis Sanissa. Ciao ciao.